à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Ça va saigner, les bears reprennent le compte-rente, ou en tout cas tentent de le faire. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont avoir raison? Et généralement le marché donne raison aux impatients mais récompense les plus patients. On va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo, des divergences haussières cachées, des divergences baissières en cours de validation et de confirmation, une existence totale de volume proche des 25 000 $, les bears, les bulls, toujours sur une forme de consolidation, d'une espèce de consensus. Rien ne devrait se passer d'ici vendredi. Pourquoi? Puisqu'il y a l'expiration de pas mal d'options, que ce soit sur Wall Street ou que ce soit sur les cryptos actifs. Il y a eu les clôtures trimestrielles, d'ailleurs vendredi dernier. Il y a eu relativement peu de volatilité. Le prix est garé, tout simplement. Donc il y a un consensus entre les bulls et les bears. On va prendre un tout petit peu de recul et on va regarder si oui ou non on peut se retrouver dans un espèce de méga bear ou un espèce de méga bull, et qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir accompagner ces mouvements-là et prendre une décision dite rationnelle. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Dans le salon documentation, vous y trouverez la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Côté liquidation, côté volume, côté poche de liquidité, RS, jusqu'à preuve du contraire, hein, toujours au nord, toujours au sud, avec des gros clusters ici juste au sud. Généralement, ils viennent à s'enlever lorsqu'on s'y approche, généralement. Donc j'ai envie de jeter une pièce en l'air et de faire un pile ou face, si vous le souhaitez. On tente toujours de conserver la tendance, et je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi je resterai bull sur ce marché, et ce que je veux voir, bien évidemment, pour rester bull sur ce marché. Extrêmement simple. Vous avez une énorme divergence baissière qui peut être confirmée, je vous l'avais dit hier, si on venait à clôturer en daily sous les 27 713 $ ou 27 700 $. Comme ça, on prend des chiffres relativement ronds. Bon, on est venu mécher, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc pas de confirmation. Et vous le voyez très bien, vous avez une énorme divergence baissière potentielle. Hein, je dis bien ici potentiel, c'est extrêmement important. Néanmoins, vous avez une petite divergence haussière cachée. Vous voyez ici au niveau de notre RSI en 14 périodes, donc tout simplement ici ça baisse, on le voit très très bien, et ici, si on prend le creux et on prend le high, bah ici ça monte. Donc on viendrait à confirmer cette divergence haussière cachée si on vient à clôturer en daily, puisque je suis en time de daily, au-dessus des 29 000 $. 28 955 $, on arrondit 29 000 $. Voilà ce qu'attendent les bulls ou les bears. Si on clôture une bougie en daily, vous avez un déclenchement de confirmation par rapport à vos divergences. Ça ne veut pas dire que ça va cracher, ça ne veut pas dire que ça va pumper, ça veut dire que ça peut poursuivre une forme de consolidation, tout simplement. Si on vient à clôturer en dessous des 27 000 ou 26 700 $, à ce moment-là, on pourra aller rechercher des objectifs complètement logiques. Premier arrêt du précédent mouvement, 25 300 $, éventuellement un premier arrêt de tout le précédent mouvement depuis les bottoms de marché jusqu'au précédent high, ici sur les 23 800 $, et éventuellement une zone de rechargement d'achat très court terme entre les 21 500 et les 23 000 $, ou éventuellement une zone de rechargement plus long terme entre les 20 500 $ et les 18 353 $. Or, si on venait à s'affranchir des 19 800 $, à ce moment-là, on aura fait un creux plus bas que le précédent. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on vient s'affranchir sous ce précédent creux, dès lors, le marché aura fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Mais si on venait à s'affranchir, parce que ça venait à saigner, et puis les bears auraient potentiellement raison ici, en tout cas seront récompensés de leur impatience, à ce moment-là, on remettrait en cause la dynamique de fond. À ce moment-là, j'aurais exactement le même discours par rapport à ce qu'on a vu précédemment il y a quelques semaines en arrière. Comment on fait pour retourner ce marché, relancer une dynamique tendancielle haussière? Il faut faire un nouveau sommet. Mais on peut très bien le faire maintenant, ce nouveau sommet. Dès lors, je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le contexte. C'est très bear, en réalité, que ce soit au niveau des bancaires, que ce soit au niveau du système financier, que ce soit au niveau du système monétaire, que ce soit au niveau de Binance, qui continue à prendre ses FUD et nous tweeter des numéro 4, numéro 4, numéro 4. À la fin, on va lui couper un doigt, qu'il fasse attention, bien évidemment. Mais vous avez compris un peu le principe. Il faut juste se dire quelque chose de très important. On est à peu près tous d'accord pour voir ceci actuellement. Et après, on regardera au niveau de l'order flow, parce que je pense qu'on est plutôt bull que bear actuellement. On voit tous ceci. J'ai repris tout simplement la fractale qu'on avait eue en 2019. C'est exactement ça. On comprend et on est d'accord pour dire qu'on va aller plus haut. Je partage cet avis par exemple. Mais si on doit aller plus haut, on a compris qu'on allait aller plus haut, mais de façon relativement faible, pour aller au moins chercher un premier arrêt de tout le précédent mouvement, très proche des 36 000 $, voire la target d'analyse des 33 000 $, on y est quasiment, on est allé sur les 29 000 $, ou un objectif à 42 000 $. Mais vous avez compris que cette boîte de Pandore, on est juste en dessous. Ça va être en fait le dernier coup de rein pour aller chercher les bébères, et pour potentiellement aller faire une forme de consolidation, potentiellement une acceptation, et après nous donner une réelle direction, mais la tendance de fond reste haussière. Et c'est à ce moment-là que je me dis,
qu'est-ce qu'on fait en tant que trader? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'impatient? C'est ça, là. Qu'on soit boule ou qu'on soit bear. Eh bien, on a généralement tendance à réduire au niveau de notre stop. Donc, on réduit notre risque management. On se mettrait potentiellement juste en dessous des 25 000 $, sachant qu'il n'y a aucun volume sur les 25 000 $ à très court terme. Et si vous revenez ici dans le passé depuis mai 2022, il n'y a pas de volume. Donc, il y a un réel trou dans le volume profile au niveau des 25 000 $. Ça tombe bien, c'est aussi des objectifs, notamment d'héliotistes. Et il y a des confluences avec Ishimoku Kinkoyo. On a tendance à réduire, vous voyez, au niveau, vraiment 10%, donc des leviers x10 ou potentiellement des leviers x20. Vous voyez, si on le fait maintenant, on est quasiment au levier x7 ici. Et aller chercher des objectifs pour pouvoir rentrer dans notre risque-récompense. Vous comprenez ça? Et on a tendance à forcer un petit peu. Or, c'est pas la bonne solution. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure approche. On ne force pas sur les leviers ou on ne force pas sur sa position alors qu'on a retrouvé de la volatilité. On n'est plus sur de la volatilité d'antan, entre guillemets, pendant plusieurs mois en arrière, qu'on était des 2, plus 3%, plus 1%, moins 1%, etc. Là, ça consolide. Nous avons des échanges à la fin de la semaine. Mais la volatilité risque de revenir. Et elle va très probablement revenir, en allant faire des drawdowns de plus ou moins 20% très probablement, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Généralement, le marché va dégommer dans les deux sens. On a encore liquidé plus de 10 millions de dollars de liquidation au niveau des bouboules, quand on est juste venu mécher sous les précédents lots. Donc c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est ce qu'on on est en train de se persuader de ça. Ok, ça va monter, mais très probablement que ça va peu monter. Si ça doit se faire, alors il faut monter. Il ne faut pas aller chercher ses premiers arrêts, il ne faut pas aller chercher les 25 000 $, il ne faut pas aller chercher une zone de rechargement, etc., etc. Il faut pousser. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord, et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre, que si ça commence à baisser, eh ben j'achète. Et je me mets un long. Et si ça continue à baisser, eh ben j'ajoute à mon long. Ouais, mais s'ils ajoutent encore à mon long, si ça baisse, évidemment. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas s'affranchir des 18 000 ou des 19 000 $, bah ça reste haussier, puisque tendanciellement, en weekly, ça reste haussier. Donc j'ajoute à mon long, j'ajoute à mon long, j'ajoute à mon long, j'ajoute à mon long, et je capitule. C'est bear, ce marché, c'est pourri, c'est manipulé, et vous allez vous retrouver où en fait à ce moment-là, si on commence à voir le prix se déprécier? Bah tout simplement dans une zone de rechargement, d'achat moyen terme. Voilà. Donc si vous voulez potentiellement essayer de suivre cette tendance, vous avez un bon play qui se trouve actuellement sur les 25 000, entre les 24 000 et les 25 000 $, voire maintenant, pour les range traders, ça peut complètement fonctionner, on est en train de consolider. Après, vous jouez la hausse, vous achetez les bas, vous vendez les hauts, mais vous avez des toutes petites... c'est très faible en termes de volatilité, mais on peut jouer en fait cette absence de volatilité. Vous avez des trous dans le volume profile avec 5 000 $, et puis après, le prochain play, c'est la zone de rechargement d'achat pour mettre la majorité du mauvais côté. C'est ça le but du jeu. Posez-vous la question maintenant. Si on se retrouve à 19 000 $, vous êtes plutôt boule ou vous êtes plutôt bear? En réalité, la grande majorité, notamment du public qui vient s'exposer sur ce marché, de peur d'avoir loupé le train, va se retrouver extrêmement bear. Tout simplement. Et vous allez probablement vendre, je dis une bêtise, je vais mettre 1000 $ maintenant parce que je vois que le train part, parce que beaucoup de choses sont boules, et il est vrai que le sentiment redevient boule, ce qui est bon dans une tendance haussière, bien évidemment, mais si on se prend un drawdown de moins 30%, je pense qu'il y aura beaucoup moins de bouboules. Tout simplement. Et c'est ça qui est en fait extrêmement important. Or, c'est à ce moment-là que je me positionne. Je counter-strike le sentiment. Tout simplement. Et si je me positionne maintenant sur les 28 000 ou les 26 975 $ à l'heure où je vous parle, je ne counter-strike pas le sentiment. Je ne vais pas contre le sentiment. Je vais avec le sentiment. Et je pense que la majorité est dans ce cas-là. Je pense que c'était très important parce qu'il faut avoir les reins bien accrochés et les stops relativement éloignés. C'est super important. Je reviens par rapport au long que nous avons mis en place il y a quelques semaines maintenant avec la communauté. Je vous l'avais en fait donné comme ça, en toute transparence. Est-ce que j'ai remonté mon stop au niveau de mon prix d'entrée? La réponse est non. Parce que je joue généralement contre le sentiment. Et je ne suis pas complètement contre de voir quelque chose comme ça, si vous voulez. Parce que les FUD, parce que tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on voit des FUD, mais le prix stagne ou le prix résiste. Le prix est résilient. Bitcoin est résilient. Ouais, jusqu'à temps qu'il ne le soit plus. Et oui, c'est ça qui est important. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas pour les bears actuellement de shorter ce marché? Oui, c'est très intéressant. Le risque-récompense est très bon. Il est beaucoup plus bon, enfin, il est meilleur, si vous beaucoup plus bon, il est meilleur que les boules. Sur ce niveau de prix. Si on vient à s'invalider par rapport à une potentielle baisse, il faut faire un nouveau plus haut, tout simplement. Et une belle accélération. C'est toujours ce que je dis, j'ai toujours la même approche. Consolidation, acceptation, accélération. C'est pas je viens chercher des creux, je fais un petit truc, je fais rentrer du monde et puis après on peut repartir. Ça, moi je veux pas le voir.
Au même titre que ici, je voulais pas le voir. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est rarement différent. Si on doit venir à décrocher pour faire entrer du monde, je pense qu'on va les faire décrocher plus bas. C'est mon avis et c'est extrêmement personnel. Dès lors, je suis spectateur de ce marché, je ne bouge plus de ce marché, sauf si on vient me chercher une zone de rechargement, d'achat moyen terme entre les 19 200$ et les 20 000$. Et je pense que ça suffira pour faire passer une grande partie du public ou de la majorité du côté bear de la force. Tout simplement. C'est à peu près ce que je voulais et ce que j'essayais de vous témoigner aujourd'hui. Pas plus de choses à dire, on peut faire un tout petit flow pour éventuellement essayer d'égayer mes dires. Vous avez en fait une forme de dépression ici, on vient chercher des poches de liquidité, vous avez beaucoup de liquidations au niveau 8 millions, 7 millions, 15 millions, grosso modo entre 15 et 20 millions. Et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on observe? On voit en fait les long short accounts au niveau des comptes sur Binance qui s'apprécient de façon extrêmement forte. En somme, que font les gens ici? C'est très visible, on achète le dip. Tout simplement. Oui, on a une chute de l'open interest, mais on achète le dip. Les top traders sont plutôt neutres ici. Vous avez la relation long short qui revient en faveur des shorts ici. Vous avez une décroissance au niveau des volumes, une décroissance au niveau des CVD spot et sur les CVD des contrats futurs. Et vous avez un retour positif au niveau du funding. Les gens achètent ce dip à levier. Et je pense que comme c'est parti, ils vont continuer de le faire longtemps, et ils peuvent le faire longtemps. Je ne dis pas que ça va baisser, je dis juste que si je ne veux pas que ça baisse, je veux que ça monte maintenant, ou que ça ne baisse pas, toujours dans la même typologie. Et il y a toujours des prix psychologiques, et je pense que sous les 20 000$, on repasse du côté bear de la force. À ce moment-là, dans ma logique, j'attendrai que le marché vienne à moi, je ne courrai pas derrière le marché. Ici, j'oublie étant exposé, ici, je reprends. Tout simplement. Et je suis mon plan. Long numéro 3, potentiellement un long numéro 4 ici. J'ai pris des profits ici et j'ai pris des profits ici. Tout simplement. Et on est en train de créer du volume, d'ailleurs, sur les précédentes résistances, qui est plutôt très intéressant. Sur les précédents supports qui font maintenant office de résistance. Ça peut se briser vite, ça peut se briser dans plus de temps, mais je ne veux pas voir ce prix se dégonfler. Je ne veux pas voir des divergences baissières se confirmer. Je ne veux pas voir des premiers arrêts, et encore moins voir des premiers arrêts lâchés. Tout simplement. Parce que si le premier arrêt vient à lâcher, je pense qu'une grande partie du public, une grande partie d'entre nous avec un N majuscule, tenterait de rajouter à leur longue. C'est complètement naturel, parce que la tendance est haussière. Donc je suis haussier. Donc j'ajoute à mon longue. Faites très attention par rapport à ça. Généralement, le Bitcoin est relativement vicieux. Voilà par rapport à cela. On continue avec quelques petites news qui sont extrêmement intéressantes. Première chose, airdrop, j'ai eu un commentaire dans YouTube, je vous en ai effectivement pas parlé, j'ai juste vu très rapidement la news passer. Arbitrum airdrop voit 1500 adresses regroupées à 3,3 millions de dollars en 2 portefeuilles, ou 1,38 millions de dollars, enfin peu importe. Je vous en avais pas parlé pour la simple bonne raison que je pense qu'il y a des équipes qui sont dédiées à sniper les drops. Et ce sont probablement même des entreprises, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit un petit peu partout dans le monde, qui sont spécialisées dans ce type de choses. 1500 adresses, en fait, ça représente moins de 1% de l'ensemble des adresses qui ont été susceptibles d'être droppées par rapport à Arbitrum. On parle de 0,2% des adresses. Donc c'est pas très grave, donc c'est pas alarmant. De là à dire que c'est un scam, oulala, non, Arbitrum n'est pas un scam, parce qu'il y a 1500 adresses qui ont été réunies en 2 adresses. Je pense que si vous avez une armée de personnes très, très modestement rémunérées, voire pas rémunérées, pour cliquer et pour sniper des airdrops dans toute la cryptosphère, ce type de choses ne va pas baisser, ce type de choses va augmenter, je pense. Jusqu'à ce qu'on mette des choses de contrôle avec des protocoles, avec des IP qui doivent être différents, etc., etc., etc. Mais on est début, et honnêtement, 1500 adresses sur 650 000, c'est que dalle. Donc pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, ça, c'est un FUD. Un FUD qui n'a aucune incidence par rapport au protocole, par rapport à Arbitrum, par rapport à sa mission, bien évidemment. On continue avec des news qui continuent à alimenter tout le narratif baissier d'un point de vue macroéconomique. C'est un énorme bank run qui est toujours en cours actuellement aux États-Unis. Les banques régionales par West disent avoir perdu 20% de ses dépôts, chute à Wall Street, etc., etc. Et vous en avez plein en fait des banques régionales, voire des banques locales qui sont introduites, qui sont cotées, qui sont en train encore de se faire laminer, à perdre 70% en l'espace de 4 jours, de perdre 32% en l'espace d'une journée, etc. Il y a un bank run généralisé, cet argent ne va pas dans le Bitcoin, cet argent va dans les grosses banques systémiques. Donc du JP Morgan, du Goldman Sachs, j'en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, donc il y a un bank run qui est en train de se mettre en place, et c'est pas les emprunts ou les apports de liquidité de la Fed qui arrêtera ce phénomène. On n'a plus confiance dans les petites banques régionales,
j'ai plus confiance en, je vais dire une bêtise, en Crédit Agricole, en potentiellement Société Générale, en potentiellement BNP Paribas, malgré les FUD qu'on entend à peu près partout, eh ben, je préfère le mettre là-dedans que dans une petite banque régionale. Je ne vais pas en citer pour ne pas les nommer pour dire qu'elles sont en difficulté, mais vous en avez beaucoup des toutes petites banques régionales. Hein, ça existe, hein. Même je pense que très proche de chez vous, vous avez des marques de banques qui ne font pas de la pub à la télévision, etc. et qui sont plutôt des banques régionales. Aux États-Unis, c'est une grande partie du paysage, si vous voulez, aux États-Unis. Et il y a un bank run qui est en train de se mettre en place. Les dépôts n'ont jamais été aussi bas et les retraits n'ont jamais été aussi hauts. On est en train de vivre ce bank run. Dès lors, est-ce qu'on peut potentiellement penser que cet argent navigue dans les crypto-monnaies pour pouvoir protéger notre argent? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt pour Bitcoin. Voici Bitcoin sur les 10 derniers jours. Ce que je veux voir, c'est du buy Bitcoin. C'est pas tous les médias qui parlent de Bitcoin. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que ça c'est du bullshit? Ça, de parler de Bitcoin, c'est bullshit. De parler de Bitcoin sur France 2 ou sur BFM TV, ça n'a aucune incidence sur le cours. Ça fait juste travailler les émotions. Ce que je veux voir, c'est du buy Bitcoin, buy Ethereum, buy crypto. Je veux qu'on achète ça. Et actuellement, on ne l'achète pas. En tout cas, ce n'est pas les termes de recherche. Donc le bon père de famille mettra sur Google comment acheter du Bitcoin, ou acheter Bitcoin, ou acheter du Bitcoin. Vous comprenez par rapport à ces termes de recherche et ces mots-clés. C'est pas juste Bitcoin, tout simplement. Et actuellement, c'est pas l'Eldorado Bitcoin, apparemment. Donc faites très attention par rapport à ça. J'ai trouvé ça très sympa d'avoir utilisé ça par rapport au journal du coin. En se basant sur les valeurs des 13 dernières années, ChatGPT estime le prix du Bitcoin à plus de 142 000 $ pour janvier 2024. C'est intéressant. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça permet peut-être de conforter un billet boule qu'on peut avoir parce que janvier 2024, c'est pas dans si longtemps que ça. Hein. Alors est-ce qu'ils ont pris en compte ou pas tout est-ce que ChatGPT prend en compte tout le sentiment, les écritures, c'est une très bonne question, hein, comment ce truc est monté. Mais lui, il le voit à 142 000 $. Je trouvais ça très intéressant de vous le donner. Et je ne sais pas du tout quelle est sa base de calcul, mais why not? Ça peut être intéressant. Alors peut-être que c'est un fake aussi, hein, je ne sais pas si c'est un fake, mais je trouvais ça très intéressant de vous le partager. Dernière petite chose au niveau de Binance. Binance poursuit aux États-Unis pour de nombreuses violations de la réglementation. Ça, encore une fois, ça permet d'alimenter à la fois ici un scénario et un billet boule. Ici, ça peut éventuellement alimenter un billet bear. Dans les deux cas, c'est des non-news. Ce sont des non-informations. Ce sont que des FUD. On sait très bien que les États-Unis veulent sortir Binance du paysage. Ben oui, ils veulent garder du Coinbase, ils veulent garder du Circle, ils veulent garder du Nexo, ils veulent garder des trucs à eux, tout simplement. Donc on a bien compris qu'on était en train de mettre en place une chasse aux sorcières. Justin Sun a également eu son lot d'attaques ou de procès, etc. Je le dis, je le redis, tous ces trucs de la commission, de la CFTC, de la SEC, etc., se finit dans 90% ou 93%. Allez, on va essayer de trouver un truc à peu près réaliste. Je pense entre 90 et 95% par une amende. Voilà, pour mettre fin au procès. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent, j'ai l'impression. On en avait déjà parlé dans un live ou dans des précédentes vidéos. Quasiment l'intégralité de ces procès-là se finissent par une transaction financière. Elle n'est pas énorme à l'échelle de Binance, elle n'est pas énorme à l'échelle de Coinbase. On peut parler entre 10 et 100 millions de $, ou 50 millions de $, ou 20 millions de $, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ils le disent très bien. Ils parlent d'une violation par rapport à des certifications qu'ils ont eues depuis longtemps maintenant. Il y a plein de certifications qu'ils ont eues pour se conformer à la réglementation. Et là, on parle de transactions de dérivés de matières premières pour des personnes américaines de juillet 2019 à aujourd'hui. C'est maintenant que ça sort. On continue à acculer et à accumuler. C'est pas des FUD, hein, c'est probablement réel, mais ça n'a pas d'impact sur le marché, si vous voulez. Je vous donne un exemple très simple, et on finira là-dessus, si on ne fait pas une vidéo extrêmement longue. Si Binance n'est plus aux États-Unis, quel impact sur le marché crypto? Il y aura toujours la possibilité d'acheter des cryptos aux États-Unis, quel que soit l'échangeur que vous allez utiliser. Vous avez Gemini. Bon, il a eu quelques FUD aussi, lui, et quelques problèmes avec Silvergate, quelques problèmes avec Celsius, quelques problèmes avec, en fait, finalement, beaucoup d'acteurs de la cryptosphère. Mais si Binance sort littéralement du paysage américain, quelle incidence ça a pour le marché crypto? Il n'y en aura potentiellement pas. Hormis d'empêcher de devenir un géant multigéant. Vous avez compris que l'objectif des Américains, c'est pas de faire Binance un géant. C'est pas de faire de Binance la GAFAM de la crypto. À la rigueur, ils aimeraient potentiellement faire Coinbase, une GAFAM de la crypto. Et on comprend bien que c'est pas forcément les démocrates qui souhaitent faire ça, mais plutôt les républicains. Tout simplement. Donc les élections, c'est en novembre.
2024. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Je voulais vraiment vous remettre un point d'honneur par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je pense que c'est vraiment capital. Et c'est pour ça que je dis, que j'aurais dit, que je ne veux pas voir en fait ce prix se déprécier. Parce que sinon, on reverrait ce type de choses. Probablement, hein. Encore une fois, c'est très prédictif. Mais je vous avais dit, je ne veux pas voir, en fait, je ne veux pas voir ce truc baisser. Si on veut y aller, bah on y va maintenant. C'est pas on dip. Je veux pas de dip. Je veux que ça parte, tout simplement. Sinon, on va chercher les émotions. Et d'ailleurs, on avait tracé précédemment, j'ai un peu nettoyé le truc, mais on avait tracé des invalidations, des choses comme ça a été ravalé, on est parti to the moon, formidable. Mais ici, on n'était pas boule. Comme ici, je pense pas qu'on soit boule. Quoique, il y a des déséquilibres de marché, on peut parfaitement y aller. Faites attention, hein, si vous voulez construire un long, on le construit en swing. Un trader, c'est pas je fais un levier x10 et je rajoute x10, 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 jusqu'à passer d'une position à 100$ à une position à 1500$ et que j'ai moins 5% pour perdre l'intégralité de ma position. Faites très attention à ça, hein. C'est super important. Donc on construit des longues dans la tendance, dans le swing, et on construit des shorts également dans la tendance. Généralement, on évite de construire des shorts maintenant. Et c'est très intéressant de le dire, puisqu'on se rend compte finalement que ici c'est plus bénéfique par rapport au risque-récompense de construire des longues dans la tendance long terme plutôt que des shorts. Et généralement, le marché récompense bien les plus patients, mais donne raison aux impatients. Et généralement, les shorts sont peut-être minoritaires actuellement, bien qu'il y en a beaucoup plus haut, hein. On avait fait déjà cet exercice par rapport à un effet complètement logique que lorsque vous êtes largement en gain, on a tendance à faire ceci, c'est qu'on remonte notre stop. Voilà. Donc partez du principe que tous les shorts qu'on viendrait dégommer plus haut, en fait ils sont tous dans la quasi-totalité à break-even, ou ont déjà pris des profits, comme je l'ai fait personnellement. Ok pour ça? Voilà, je pense que c'était quand même très important de le rappeler. J'ai pas plus de choses à vous dire, il se passera probablement pas grand-chose tout au long de cette semaine. Juste une petite chose par rapport à je ne veux pas voir le dip, je veux pas voir le dit, c'est qu'il y a quand même des personnes qui se sont positionnées jusqu'à ces déséquilibres de marché, notamment sur des rebits. Donc il y a du monde quand même, hein. Il y a des ordres qui se sont placés, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que je veux voir, c'est vraiment un accroissement, une augmentation de ce billet bear, pardon. Ouais, c'est vraiment ça que je veux voir. Et c'est clairement ce que je vois pas, tout simplement. Et généralement, on va pousser les émotions. C'est bien évidemment que de la volatilité, mais faites très attention. Ne vous surexposez pas, hein. C'est bien 1% du capital de trading si j'ai envie de jouer ces longues-là. Ne mettez pas all-in, bien évidemment. C'est pas parce que tout le monde... Enfin, d'ailleurs, tout le monde ne dit pas que ça monte, mais généralement, on va chercher quand même les derniers convaincus avant de retourner le marché. C'est exactement ce qui s'est passé là, et ça suffisait. Je pense que si on vient juste ici, dans une zone de rechargement d'achat, je pense que ça suffirait aussi. Je ne dis pas que ça va le faire. Je veux juste pas commencer à voir ce prix se déprécier. Tout simplement. Je ne le jouerai pas. Je ne serai que spectateur. Néanmoins, ici, vous avez ma position. Moi, je rajouterai à ma position là-dedans et je rachèterai du Bitcoin sous les 19 000$. Voilà. Parce que je pense que les bottoms sont faits et je pense que ça sortirait beaucoup, beaucoup de monde. Tout simplement. Et ça alimenterait tous ces gros FUD, etc. par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Bitcoin, il n'y a pas un fort intérêt dessus. C'est juste remettre les choses dans leur contexte. Ne pensons pas que ça y est, ça va sauver l'ordre 2.0, etc. Il y a du temps pour construire un narratif. Et on l'a dit d'ailleurs encore hier, je pense qu'il s'est déjà essoufflé. Ce super Bitcoin réserve de valeur, ça y est, ça va sauver nouvel Eldorado. Non, c'est pas du tout nouvel Eldorado, il n'y a personne qui va acheter du Bitcoin. Donc, en tout cas, c'est exactement ce que je vois. Néanmoins, si on revient chercher les 30 000$, 33 000$, 35 000$, et qu'on explique à la télé que Bitcoin a doublé sa valorisation ou a doublé son prix en l'espace de 3 mois depuis le début janvier, ça, je veux que ce soit du narratif. Et ça, je veux qu'on le pousse sur les médias. Actuellement, est-ce qu'on le pousse? Non. À part sur les médias qu'on a l'habitude de regarder et des notifications qu'on a l'habitude de recevoir. Tout simplement. Si on veut vendre nos bitcoins plus cher, il faut amener du monde. Tout simplement. Et actuellement, nous sommes en train d'accumuler. Ça, on le voit très bien on-chain. Vous avez de très bonnes vidéos encore récentes, je crois, de Cryptos qu'il a lancé je crois que c'était ce week-end. On sait qu'on est en phase d'accumulation. Et des phases d'accumulation, c'est volatile. Tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé, que j'ai remis les choses dans leur contexte. On ne se surexpose pas et on attend bien que le cours revienne à nous. Et si on ne veut pas voir des choses, par mois on les voit. Et à ce moment-là, ce soit encore une fois considéré comme des opportunités pour nous